Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine, et vous écoutez Jeunesse confinée. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler culture. Toujours en donnant la parole à la jeune génération, j'ai cherché à aller voir comment les personnes travaillant dans ce domaine vivaient la situation actuelle et quels ont été leurs parcours professionnels ces derniers mois. Nous avons beaucoup entendu parler des problématiques liées à la fermeture des lieux accueillant du public, mais est-ce la même pour tout le monde ? Les jeunes, débutant dans le métier, rencontrent-ils des problématiques différentes ? Comment vivent-ils cette situation particulière qui forge le début de leur carrière ? C'est ce que nous allons découvrir à travers les plusieurs témoignages que j'ai récoltés, en faisant en sorte d'avoir différents corps de métier, différents statuts, et ainsi différentes situations. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. J'ai quand même attendu 1 mois avant de ressortir. Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou un autre virus, dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier. Faudrait qu'on refasse un podcast pour savoir si on a des marques ou pas. Est-ce que ça va faire des générations de confinés ou pas ? Je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et peut-être que je reviendrai vers vous plus tard. Les annonces qui se sont succédées dernièrement, et même plus généralement depuis le début de la crise, sont venues se contredire à tour de rôle en ce qui concerne la culture. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Plusieurs activités, notamment dans le champ de la culture, pourront reprendre dans le respect de protocoles sanitaires stricts. Première décision, les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Premièrement, toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Cette instabilité et cette impossibilité de se projeter impactent de nombreux aspects de ce monde professionnel. J'ai tout d'abord échangé avec Tristan, il a 26 ans et il est artiste de cirque. Il a commencé la jonglerie en autodidacte en 2011, puis a arrêté en 2015 son métier dans la restauration pour faire une école de cirque. Il est ensuite devenu artiste à plein temps et intermittent en 2017. Il a renouvelé en mars 2020 son statut pour la 4e fois. Je lui ai alors demandé comment s'était passé pour lui cette période de confinement. Tout a été annulé au dernier moment. Savoir que moi, le printemps 2020, ça devait être un très très gros printemps, normalement. Je devais partir en Inde pour un peu une presta de rêve. Genre le truc vendu, tout frais payé, tu pars une semaine avant, tu reviens une semaine après, avec un pote, enfin vraiment la presta trop bien, c'était annulé. Ensuite je devais faire une tournée de spectacle dans des bars dans les Alpes, pareil, genre tout frais payé, remontée de ski et tout, trop bien, tout a été annulé. Donc au dernier moment, d'un coup, tout est arrivé, personne ne savait comment ça allait se passer, ça a été un peu la folie. Puis surtout au début, je pense, on pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Et donc vraiment, tout a été à l'arrêt. On savait pas ce qui allait se passer parce que moi, je renouvelais mon statut d'intermittent en mars. Donc j'ai fait une demande anticipée fin février. Et ils ont annoncé en plus, genre fin mars, que ceux qui avaient fait une demande anticipée avant la période, ils auraient pas d'aide et que ce serait méga galère. Donc j'étais en stress tout le printemps. Et au final, quand ils ont donné la clause de l'année blanche, ils ont quand même dit que les gens qui avaient fait une demande anticipée parce qu'ils devaient renouveler à ce moment-là ne seraient pas concernés par l'année blanche. Donc pareil, j'étais en stress parce que du coup, j'allais réouvrir mes droits en mars et j'aurais eu des droits que jusqu'en mars 2021. Et là, clairement, j'ai pas fait mes heures entre mars dernier et maintenant. Et donc, après des recours, etc., finalement, il y a un arrêté qui est passé qui disait que les gens qui avaient fait une demande anticipée passeraient dans l'année blanche malgré tout. Donc ça a été une petite victoire pour les intermittents, mais à part ça, voilà, il n'y a pas vraiment eu de choses qui ont été faites, je pense, vis-à-vis de la culture. Quelques explications s'imposent. Être intermittent, c'est un régime de chômage qui permet de prendre en compte le fait que les personnes travaillent avec de multiples employeurs et de manière très découpée dans l'année. Ce régime permet de compléter les mois de salaire où les intermittents travaillent moins, ce qui est notamment important pour les artistes quand ils sont en période de création, ces périodes qui sont rarement rémunérées. Afin d'obtenir le statut,
Les intermittents doivent effectuer un minimum de 507 heures dans l'année. Ce statut se renouvelle tous les ans. Tristan parle également de demande anticipée et d'année blanche. Une demande anticipée, c'est possible lorsque l'intermittent a effectué ses heures avant la fin de l'année en cours et veut donc renouveler ses droits de manière anticipée. L'année blanche est le dispositif mis en place par l'État face à la crise sanitaire. Une prolongation exceptionnelle de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021, avec le report de la date d'anniversaire ou de la fin de droit à cette date. Les intermittents du spectacle concernés par ce dispositif sont ceux dont la date anniversaire ou d'une fin de droit se situe entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021. J'ai ensuite demandé à Tristan si son activité avait été complètement stoppée depuis le premier confinement. Alors non, j'ai quand même travaillé. Moi, je suis quand même assez avantagé par rapport à beaucoup d'intermittents parce que je bosse avec des compagnies qui tournent bien. Donc non, j'ai réussi à faire une date cette semaine. Là, c'est un contrat qu'ils ont récupéré pour des... c'est pas très glamour, mais c'est des bailleurs HLM. Donc c'est un peu des vendeurs de sommeil. Mais comme c'est des propriétés privées, il n'y a pas besoin de faire des demandes en préfecture pour faire des spectacles. On peut faire des trucs, c'est genre dans des cités, quoi. On se met dans un parc au milieu de la cité. Et c'est à 180 ou 360. Et les gens viennent aux fenêtres voir le truc. On met de la musique, on jongle. Enfin, ça met une petite ambiance, quoi. Donc on a eu ça. Là, on en a quelques-unes en janvier. En décembre, j'en ai fait 4. Voilà, j'ai quand même des petits trucs. Je m'en sors. Mais clairement, j'ai pas de quoi renouveler mon statut. Et voilà, j'ai fait 4 dates en décembre, qui est censé être mon plus gros mois. L'année dernière, j'en ai fait 26, je crois. Donc c'est très très compliqué. Après on a un peu de chômage partiel, tant mieux, mais c'est très très galère à mettre en place. C'est toutes les petites compagnies, elles le font pas parce que c'est compliqué à mettre en place, ça coûte de l'argent. Il y a les congés spectacles qui sont aux frais des employeurs, donc pas tout n'est pris en charge par l'État. Et les congés spectacles, c'est quand même 15% du salaire, un truc comme ça. Donc c'est compliqué. Il y a les petites compagnies, elles peuvent pas mettre 15% du salaire de leur poche pour leurs employés, donc elles préfèrent ne pas faire le chômage partiel. Donc il y a beaucoup d'intermittents comme ça qui avaient des dates signées, qui pouvaient avoir du chômage partiel pour compenser la perte, mais qui le font pas parce que c'est une charge que l'État devrait prendre, mais qu'elle ne fait pas. C'est les 15%, on dit oui, c'est la part social, machin, mais oui, mais il y a que des grosses compagnies qui peuvent se permettre ça, ces petits 15%, mais voilà, quand on est au centime près, quand on va chercher on est à 100 euros près d'une subvention, on peut pas lâcher 15 euros en plus sur la paye d'un artiste ou de 10 artistes, quoi, c'est très compliqué. Donc ça aussi, on s'est senti un peu délaissé, je pense, par l'État, parce que on a demandé une participation aux employeurs, qui du coup ne pouvaient pas forcément se permettre. Et moi, j'ai des compagnies qui sont avec qui je travaille, qui sont des moyennes compagnies, qui du coup nous ont dit, écoutez, nous on veut vous mettre au chômage partiel, mais on peut pas mettre cet argent-là. Donc cet argent, on va le prendre de votre paye du chômage partiel, en fait. Donc c'est borderline, mais nous, ça nous arrange parce que ça nous fait quand même un peu de sous, même si on nous prend un peu... Mais voilà, du coup, c'est aux employeurs, aux salariés de faire des efforts, alors que c'est une crise et que l'État dit faire ce qu'il faut. Comment tu vis cette situation ? Je sais pas trop, je sais pas si on peut bien la vivre cette situation. Après, je la vis pas mal non plus parce que ça laisse aussi le temps pour réfléchir, pour se pencher sur des projets de création. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un cirque qui est ouvert et le studio de création est ouvert pour les professionnels qui viennent s'entraîner. Donc pas au premier confinement, mais là depuis juin, je peux aller répéter tous les jours. Et ça, c'est vraiment ce qui me sauve, quoi. Si j'avais pas ça, ça aurait été la mort. Donc j'ai la chance d'avoir ça, ça me permet de me pencher sur qu'est-ce que je veux faire, est-ce que cette situation, ça me donne envie d'en parler dans mes spectacles, dans ce que je fais. Donc voilà, je peux pas dire que je le vis mal, mais c'est surtout une période qui est pleine d'incertitudes. Donc l'intermittence, c'est l'incertitude. Enfin, quand t'es artiste ou quand t'es dans le milieu du spectacle, c'est une vie d'incertitude et on l'a choisi. Mais voilà, on a quand même un minimum de visibilité sur l'avenir. Là, on se demande si les théâtres vont pas disparaître. Enfin là, le scénario qu'on est en train de vivre, si on le poussait en mode catastrophe, ça serait Fahrenheit 451, quoi. Un autre truc qui était inspirant, c'était d'être au final confiné. Il y a des fois où j'étais dans mon appart, j'étais tout seul. Mes colocs, ils étaient pas là pendant le premier confinement. Donc j'avais viré les meubles du salon et je pouvais danser, etc.
Et vraiment, à force d'être un peu écrasé dans un petit espace, tu trouves des chemins, tu sais, que t'as pas forcément non plus dans une grande salle, dans un grand espace, tu travailles différemment. Donc, on va dire que dans le mal, on arrive à trouver des choses bien. On essaye en tout cas. Mais voilà, c'est plus une digestion que de l'inspiration, je dirais. Est-ce que tu ressens un changement dans ton rapport à la culture ? Je pense que ce qui a beaucoup changé depuis les confinements, c'est plutôt le rapport des gens à la culture, plutôt que les acteurs même du milieu. Enfin, le public français, c'est pas un public facile, tu vois. Il a tout vu, surtout à Paris, quoi. Il a tout vu, il a tout fait, il connaît tout, il est connecté, il a son téléphone, son machin. Et le fait d'avoir perdu la possibilité même de voir des spectacles ou quoi, ça fait que quand les gens voient quelque chose, ils sont beaucoup plus réceptifs. Ils ont un peu retrouvé la capacité de s'émerveiller qu'ils avaient perdue, et on sent qu'ils ont besoin de ça. Donc ça, on peut dire que c'est un point positif là-dedans. Enfin bon, c'est un peu la théorie, il faut vraiment être au fond du gouffre pour pouvoir remonter. Donc voilà, c'est quand même un peu de tirer par les cheveux. J'ai ensuite eu l'occasion de discuter avec Chiara, qui a 25 ans et qui est technicienne lumière pour le spectacle vivant. Sortie de sa formation en novembre 2019, elle est en activité depuis peu de temps. Elle a commencé par m'exposer sa situation. Moi, j'étais très chanceuse parce que du coup, quand j'ai fini ma formation, forcément, j'ai commencé à chercher du travail. Et, j'ai eu un peu du mal à en trouver parce que déjà, c'était pas trop la saison. Janvier, c'est pas là où il y a le plus de boulot. Et puis, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Et du coup, quand le confinement, le Covid, le confinement, tout ça, ça a commencé, j'avais pas de boulot à ce moment-là et pas fait assez d'heures pour être intermittente. Et c'était un peu compliqué. Et en fait, en août et septembre, j'ai réussi à bosser beaucoup pour un genre de club un peu à Marseille. Et du coup, ça m'a permis de faire mes heures. Et donc là, maintenant, je suis intermittente, donc je suis au chômage en fait. Voilà. Donc c'est quand même plus cool depuis septembre. Donc tu as réussi à trouver du travail malgré toute l'activité réduite du monde de la culture ? Oui, après il y avait clairement beaucoup moins de travail que d'habitude parce que déjà il y avait quasiment pas de festivals qui ont eu lieu, en tout cas pas des gros festivals. Donc c'est pas des gros pôles d'embauche pour nous quoi. Enfin voilà, il y a eu des petits festivals et tout, mais ça va prendre peut-être entre 5 et 10 techniciens pour monter. Et bon, voilà, quand tu compares à, je sais pas, un événement comme Mars Attack, je pense qu'on est au moins une centaine à bosser dessus en technique. Donc quand un événement comme ça, il a pas lieu, ça enlève quand même du boulot pour plein de gens, quoi. Même si, oui, il y avait quand même quelques plans dans l'été. Comment est-ce que tu vis les confinements, pendant lesquels, du coup, tu ne peux pas travailler ? Moi, je m'ennuie beaucoup. Après, on s'habitue parce que de toute façon c'est comme ça, mais ouais, je m'ennuie quoi. En fait, ce qui est chiant, c'est que comme moi je suis débutante, nouvelle dans ce métier-là, j'ai un peu la peur de perdre mes acquis aussi. Tu vois, que les choses sortent de ma tête. Du coup, c'est un peu embêtant. Et puis c'est aussi, j'ai l'impression, une perte de temps quoi. Là, quand on fait le bilan de 2020, personnellement, ma vie a rien qu'à avancer. Si, j'ai eu mon intermittence, mais que je suis pas sûre de renouveler. Et voilà quoi, c'est une perte de temps quoi, mais bon. Pourquoi n'es-tu pas sûre de renouveler ton intermittence ? C'est parce que ça va dépendre de la situation sanitaire et de la réouverture ou non d'abord des salles de spectacle et puis ensuite de la reprise des festivals, des événements à plus de 5000 personnes, voilà, tous les gros secteurs d'embauche. Et là on n'est pas sûr du tout que de quand ça va reprendre, ils font que repousser. Et puis même une fois que ça aura repris, c'est pas si évident, encore pour les techniciens c'est plus simple, mais c'est pas si évident que ça de faire 507 heures. Et là, du coup, moi, par hasard, ma date anniversaire tombe le 31 août, en même temps que la date de la fin d'année blanche qu'ils ont mis en place. Et s'il y a pas de reprise d'ici 1 mois et demi, 2 mois, moi, je crois pas trop que j'aurai le temps de faire mes heures, quoi. Étant donné qu'actuellement, ta seule source de revenus, c'est ton indemnité d'intermittente, à combien est-ce qu'elle s'élève à peu près, si ce n'est pas indiscret ? Du coup, moi, je suis au taux le plus bas possible. C'est 36 € par jour. Et du coup, par mois, ça me fait aux alentours de 1 000 €. Donc, comme je suis seule et que j'ai pas d'enfant, c'est cool pour moi. Je trouve ça correct. Après, une personne qui va être seule et qui va avoir un enfant ou qui va venir d'acheter une maison ou quelque chose comme ça,
si elle avait un salaire, je sais pas, de 2000 € par mois et qu'elle passe à 1000 pendant un an, bon, ça fait quand même, c'est dur, quoi. Je me suis alors demandé quelle pouvait être la situation des personnes n'ayant pas le statut d'intermittent, dans ce cas précis car elles sont dans le monde professionnel depuis trop peu de temps. C'est de cette façon que j'en suis venue à échanger avec Clément, qui a 25 ans. Il est maintenant en activité depuis plus de 15 mois, mais il n'a toujours pas réussi à obtenir son statut. J'ai commencé par lui demander comment il gérait les périodes de confinement. Par rapport au confinement, il y a des hauts et des bas, dans le sens où après le premier confinement, entre les deux confinements, on m'a un peu oublié, parce que moi, comme je suis monteur vidéo, je fais des contrats avec l'Olympique Lyonnais, le club de foot à Lyon, en tant que monteur. Et du coup, en fait, comme il y a eu l'arrêt de la Ligue 1, déjà il y avait plus de matchs, parce que moi je bossais sur les matchs, donc j'avais forcément des contrats en moins. Et une fois que ça a repris, j'avais plus trop de nouvelles. Moi j'étais nouveau, ça faisait 1 an que j'étais avec eux. Et ils m'ont appelé pour me dire que fallait plus trop que je compte sur eux, qu'il y avait eu des trous budgétaires à cause de l'arrêt de la Ligue 1, tout ça, avec les droits TV, etc. Donc du coup, ils m'avaient dit dans un premier temps de plus trop compter sur eux. En attendant, j'ai réussi à trouver, parce que je peux aussi faire d'autres cachets, donc j'ai réussi à trouver des trucs de figuration à Montpellier, pour histoire de combler les heures. Mais là, depuis un petit mois à peu près, l'OL me rappelle de temps en temps pour des projets. Et là, demain, je bosse par exemple sur le match de demain. Donc c'est plutôt cool. Là, ils sont en train de me rappeler assez souvent, donc voilà. Mais c'est un peu, je laisse faire les choses, quoi. J'attends. J'espère plus trop, mais voilà. Je prends ce qu'on me propose, quoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas encore le statut ? Parce que là, en fait, comme ça fait, parce qu'on a 1 an pour faire 507 heures. Là, avec le Covid, c'est 15 mois au lieu d'1 an. Mais du coup, j'ai démarré il y a plus de 15 mois déjà, donc j'ai des heures qui se périment au fur et à mesure. Donc c'est un peu une course infinie pour pouvoir faire mes heures à temps, mais avec des contrats qui s'annulent au fur et à mesure, quoi. Donc là, tout ce qui passe, je saute dessus. C'est donc une situation plutôt difficile, et ça ne t'a jamais amené à te demander si tu allais continuer ce métier et si cette quête pour le statut était si importante à tes yeux ? Si, mais j'ai appris à être un peu plus optimiste ces derniers temps, et je me dis que il y a des situations bien pires que les miennes. Je pense à tout ce qui est restaurateur et tout, et c'est triste parce que j'aimais bien ce boulot, et parce que c'était marrant de travailler pour son club de cœur et tout. Au niveau financier et tout, c'est sûr que c'est un peu dur, mais il y a pire que moi. Moi, je fais partie un peu des chanceux, donc je reste optimiste. Et puis là, il me rappelle en plus, donc j'ai bien fait. Afin d'aller plus loin dans mes questionnements, j'ai contacté des personnes qui n'étaient pas intermittentes, car ce n'est en effet pas le seul statut des travailleurs du monde de la culture. Les personnes que j'ai contactées sont également à des postes qui permettent une vision plus reculée et globale de la situation. Mélina, par exemple, est employée en CDI dans une structure de danse contemporaine à Avignon. Elle a 26 ans et elle est entrée dans la vie active et dans cette structure depuis un peu plus d'1 an. Elle est attachée aux relations avec les publics, ce qui signifie qu'elle fait de la médiation avec tous les types de publics qui sont susceptibles d'être intéressés par la danse contemporaine. Comment est-ce que tu as vécu les confinements au niveau professionnel ? Alors c'était hyper étrange parce que la première période de confinement, moi j'étais arrivée dans la structure au mois d'octobre. Donc c'était quand même, d'octobre à mars, ça faisait assez court. Heureusement, j'ai vécu le premier festival en février. Mais c'était juste avant le confinement, donc c'était un peu bizarre comme transition. Mais le premier confinement, j'ai dû un peu... C'était très bizarre parce que j'ai dû partir de la ville où j'habitais parce que j'étais en transition de logement. Donc c'était un retour chez les parents, donc c'était assez bizarre parce que là, je rentrais vraiment dans la vie active à fond. Et oui, d'être coupée comme ça de toute l'équipe, des bureaux, et puis... Pour le coup, moi, je suis tout le temps en vadrouille, en train d'aller rencontrer des gens, en train de faire plein de choses. Et donc là, c'était une coupure très, très nette, très étrange. Et donc, le premier confinement, c'était un peu isolé de tout, quoi. Et là, pour le coup, c'était vraiment 100% télétravail, avec pas forcément tous les outils, parce qu'on n'était pas du tout prêts, en fait, pour partir en télétravail. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a un truc tout bête, mais on a un serveur. Et le serveur, il est pas du tout... à l'époque, en tout cas, il était pas du tout transportable. Donc, en fait, ça a créé beaucoup de complications dans le travail. Mais j'ai quand même réussi à travailler pendant cette période, même si c'était très bizarre. J'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. En tout cas, pour le premier. Et pour le deuxième, c'était très différent. Très, très différent.
parce que du coup le premier, j'ai pas du tout travaillé en extérieur, pas du tout avec du public, parce qu'une grosse partie de mon travail quand même, c'est de venir directement à la rencontre des publics pour faire de la médiation, donc des sortes d'interventions. Ça peut être sous forme un peu plus de conférences, de débats ou de cours. Et ça, je le faisais pas du tout pendant le premier confinement. Et l'avantage du deuxième, c'est que ça, j'ai pu continuer à le faire. Alors parce que comme les structures de l'éducation nationale étaient encore ouvertes et fonctionnelles, il y a eu un petit flottement au début. On ne savait pas trop si on pouvait rentrer dans les classes, dans les salles de classe pour continuer à faire des interventions ou pas. En fait, on savait pas si on avait cette autorisation. Et en fait, finalement, c'est assez vite arrivé. On s'est tous dit que c'était OK et que le gouvernement nous donnait le feu vert pour qu'on continue nos projets. Donc en fait, le deuxième confinement, j'ai été très active. Donc c'était totalement différent du premier. En fait, le deuxième, j'ai eu presque plus de travail, je pense. Parce que, en fait, je pense que c'était un peu la période. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de spectacles. Enfin, on n'accueille plus vraiment de spectacles depuis février dernier. Et donc, je pense que là, on avait envie de refaire beaucoup de choses. Et en plus, en confinement, on a mis vachement on s'est vraiment concentré sur tous les projets d'éducation artistique et culturelle en se disant, voilà, c'est là qu'on peut agir encore. Donc, on y va à fond et on en fait le plus possible. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps là à aller dans les écoles, à travailler sur de la pratique avec les élèves et à présenter des vidéos ou des médiations globalement aux élèves pendant toute cette période. Donc, c'était drastiquement différent du premier, en fait. Et le fait que ta structure n'accueille plus de spectacles, qu'est-ce que ça a changé ? Ça laisse un énorme vide. C'est-à-dire que nous, on s'organise énormément autour des 2 festivals. Et comme nous, on a dû annuler le festival d'été, qui est quand même un très gros moment pour nous, c'était vraiment, vraiment très étrange. En tout cas, la période de l'été. Après, ce qui était chouette, c'est que en juillet, on a quand même réussi à faire un projet. Et donc un projet qui n'existait pas du tout, et on en a fait un nouveau, et voilà, ça a donné un peu de vie à ce qu'aurait dû être la ville d'Avignon pendant le mois de juillet, qui est totalement différent de ce qui s'est passé cet été. Donc ça nous a donné un peu de sens, mais c'est vrai que ça laisse un grand vide et que ça pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on fait ce travail aussi. Je pense que ça a remué beaucoup de choses, c'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup à faire ces métiers par passion et parce qu'on aime profondément le spectacle, que ce soit dans la médiation, dans l'administration ou dans n'importe quel autre métier, en fait. Je pense qu'on aime tout ça. Et le fait, du coup, de pas avoir de spectacle auquel se rattacher, du coup, on se pose beaucoup plus de questions, je pense. En fait, quelque chose qui paraîtrait évident le reste du temps, en tout cas, pour moi, je me suis beaucoup posé la question de la pertinence de ce que je faisais. Parce que j'étais en train de me dire, oui, mais après, je suis très heureuse, par exemple, de venir dans une classe et de parler de l'histoire de la danse en général. Mais c'est vrai que, de pas avoir d'activité artistique à côté et de défendre aussi des artistes qui sont présents et vivants au plateau, je trouve ça très spécial, quoi. En tout cas, ça s'éloigne vraiment de notre rythme et de notre source de travail, quoi, vraiment. Ça, c'était un peu compliqué, ouais. Comment est-ce que, personnellement, tu vis cette période ? Alors, donc l'avantage là de la dernière période, parce que c'est vrai que avant les vacances du mois de décembre, avant les vacances de Noël, moi j'étais encore vachement sur un rythme de médiation, donc beaucoup d'interventions à l'extérieur. Donc en fait, je me suis moins posé la question, je pense, et on était vraiment dans une énergie collective et très forte de se dire on va quand même faire notre festival au mois de février. Et on est presque certain que ça va aller, quoi. Mais là, par exemple, on est rentré depuis peu de temps, mais je sens qu'il n'y a pas du tout la même énergie, on n'est plus du tout dans la même configuration. En fait, ce qui est très dur, c'est de pas savoir du tout. Et surtout de pas pouvoir se projeter, ne serait-ce qu'à une semaine. Par exemple, dans une semaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est très compliqué parce que faire un festival, ça engage énormément de frais économiques, mais surtout humains, c'est-à-dire qu'on mobilise énormément de personnes, il y a énormément de personnes qui comptent sur ça,
que ce soit les artistes, les techniciens, le personnel administratif, personnel de billetterie, mais aussi le public. Enfin, ça engage énormément de personnes et donc nous, on était prêts en tout cas à se lancer. Là, c'est vrai que au moment de la rentrée, on se pose beaucoup de questions et on est dans le flou le plus total. On l'est depuis quelque temps quand même, hein, donc c'est le flou, on commence un peu presque à s'y habituer, mais c'est vrai que nous, comme on arrive sur une échéance assez proche de festival, pareil, en fait, la question de la pertinence, elle se repose encore là. Par exemple, là, on est en train de travailler pour faire ce festival. Et je pense que là, il y a une grosse démoralisation des équipes, quoi, parce que on se demande, on pense que sûrement il va pas avoir lieu, et du coup, on sait pas. Et je pense que ça casse beaucoup le rythme qu'on a d'habitude. En fait, globalement, depuis la sortie du premier confinement, j'ai l'impression, hein, de manière globale, en tout cas moi je parle pour mon équipe, l'équipe avec laquelle je travaille, nous on fait comme si. Globalement, on a toujours fait comme si, même pendant le premier confinement, on espérait vraiment qu'en juillet on allait pouvoir réouvrir. Et donc on essayait de faire comme si. Bon, ça s'est vite avéré très vite faux, donc on a dit on laisse tomber pour juillet, mais là on a eu quand même un vrai espoir, surtout que il y a eu l'annonce du gouvernement en disant qu'il allait avoir une réouverture au 15 décembre des structures culturelles. Donc ça nous a donné un élan. Et que cet élan-là soit aussi coupé rapidement et de manière aussi catégorique, là, ça nous a mis un vrai coup. Et même si on essayait de faire comme si, je pense qu'on a réussi à faire comme si juste jusqu'aux vacances de Noël. Mais là, je pense qu'on n'arrive plus à tellement être dans cette optique. On essaie encore de rattraper un peu d'élan de motivation, mais le comme si, il est plus évident du tout. Surtout avec le flou des annonces, quoi, parce que tout arrive parfois par voie de presse, parfois par écho, bouche à oreille, et donc en fait on sait pas où on va, quoi. Pour finir, j'ai posé des questions à Colline, 25 ans, qui est attachée de communication, relations avec le public et action culturelle pour un centre dans le Gard, nommé la Maison de l'Eau. L'essentiel de son travail consiste à communiquer autour des actions du centre et les faire connaître. Je lui ai demandé les impacts de la crise sanitaire sur sa structure. Alors, à partir du premier confinement, tout s'est arrêté. Alors, moi, je continuais mes actions de com à distance parce que ce qui est important, c'est quand même de maintenir le lien avec le public, les artistes, les techniciens, toutes les personnes avec qui on est en lien habituellement. Le but, c'est pas non plus qu'il y ait une fracture comme ça et qu'on ne donne plus de nouvelles. Par contre, notre activité s'est arrêtée brutalement. C'est-à-dire que on a dû annuler tous nos événements, les reporter pour la plupart, et essayer d'anticiper au mieux l'avenir, ce qui était compliqué puisqu'on ne savait pas non plus vers quoi on allait. Donc ça, c'est vraiment le premier confinement. Et par la suite, donc à partir de septembre, on va dire, on a quand même pu reprendre nos activités. Donc c'est-à-dire pas avant septembre. Avant septembre, on a vraiment fait aucun concert, accueilli aucun artiste, pas d'exposition, tout ça. En septembre, on a redémarré avec l'accueil d'artistes en résidence, donc qui venaient travailler leur projet à la Maison de l'Eau. On a pu proposer quelques sorties de résidence au public gratuitement, donc on a eu un petit peu de personnes qui sont venues. On a repris les expositions et puis ça s'est arrêté de nouveau brutalement avec le second confinement. Et donc voilà, donc là ce qui est de mise à l'heure actuelle, c'est que nous pouvons accueillir les artistes pour travailler en résidence, mais c'est tout. Nous sommes fermés au public, on ne peut pas accueillir de public à la Maison de l'Eau. Comment se sont donc déroulés pour toi ces derniers temps ? Alors, comme je disais, au premier confinement, ça allait parce que du coup, faut dire ce qu'il en est. Moi, en 24 heures par semaine, il y a plein de choses que du coup, j'avais pas le temps de faire. En communication, on peut toujours développer plein de choses. Donc là, d'un côté, ça me faisait un petit peu une période où je pouvais prendre du temps pour d'autres choses. Quand en normal, je n'avais pas trop le temps. En plus, j'étais sur la création d'un nouveau site internet. Donc ça, pour le coup, j'avais pas forcément besoin que l'activité soit en fonctionnement, donc j'ai pu vraiment progresser là-dessus. Donc j'ai pu, on n'a d'ailleurs jamais été en chômage partiel, hein. On a travaillé en télétravail, mais on a travaillé. Et par contre, j'ai ressenti vraiment la différence
Voilà, à partir de septembre, où là, c'était déjà un peu plus compliqué, puisque je n'avais pas tout le travail de communication, tout ce qui est les affiches, les sortir, les donner à notre poseur d'affiches, communiquer sur tous les événements auprès de la presse. Enfin, voilà, j'avais pas tout ce travail-là, donc effectivement, c'est là que j'ai ressenti une baisse au niveau de mon travail. Il fallait quand même trouver de quoi s'occuper aussi. Donc ça va qu'on pouvait accueillir des artistes et donc j'ai continué mon travail avec eux, donc c'est-à-dire prise de photos, ce que je fais habituellement avec les artistes. Et donc voilà, là actuellement je suis en congé, je reprends que la semaine prochaine, mais on est quand même très inquiet parce que on sait qu'on va pas pouvoir reprendre comme c'était prévu même mi-janvier, donc ça veut dire d'autres événements qui n'auront pas lieu. Et pour la communication c'est très compliqué parce que on peut pas communiquer au dernier moment sur un événement. C'est embêtant. Donc souvent j'ai essayé de communiquer sur les réseaux sociaux, tout ça, et puis finalement une semaine après c'était le coup de dire non, finalement c'est annulé. Voilà, donc ça c'est le genre de travail qu'on n'aime pas trop en tant que communicant, on va dire. Malgré l'incertitude qui plane, est-ce que dans ta structure vous prévoyez malgré tout des événements ? Alors nous, en fait, il y a tous nos événements de la saison culturelle. En fait, on a une saison culturelle qui démarre en septembre et qui se termine en juin. Donc là, c'est établi, on a un dépliant de saison. D'habitude, c'est un guide de saison, mais là, c'est un dépliant où on a prévu tous nos événements là jusqu'à juin. Donc on va progresser comme ça. Donc on annule au fur et à mesure qu'on avance dans la saison et donc en fonction des autorisations ou non, on fait les événements. Bon, cette année, on en a fait aucun du coup. Et donc voilà, là, le prochain qu'on avait, c'était le 22 janvier et malheureusement, on va devoir l'annuler. Mais on progresse comme ça, en fait. On reprendra dès qu'on le pourra, mais en attendant, on annule. Donc voilà, on va dire que nos perspectives, c'est le jour où on nous dit c'est bon, vous pouvez reprendre, on reprendra avec les événements qui étaient déjà prévus. Et personnellement, comment est-ce que tu vis cette situation ? Je le vis très mal. Je le vis très mal parce qu'en fait, mon boulot, c'est ma passion. Donc, pour moi, je veux pas dire que c'est pas comme si j'allais travailler, mais c'est mon travail, bien évidemment, mais c'est avant tout une passion. Donc, c'est vrai que là, c'est le type de boulot où c'est vrai qu'on fait pas mal d'heures, on rencontre du monde, on voit beaucoup de spectacles. Donc, c'est un peu un engrenage dans lequel on est. Et puis là, le fait que ce soit stoppé comme ça, tout à coup, ça fait bizarre déjà. Et puis aussi, on s'inquiète pour le monde culturel de manière générale parce que c'est déjà des secteurs qui parfois ont du mal à s'en sortir financièrement ou autre, ou qui ont du mal à avoir une réelle reconnaissance. Donc c'est vrai que pour ma part je le vis mal. Je le vivais moins mal au premier confinement parce que c'était nouveau, qu'on s'est dit on va faire un effort pendant 2 mois, ça ira mieux. Et là on se rend compte que ça fera bientôt 1 an et que on est encore dans le pétrin quoi. Et du coup c'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant parce que on sait très bien que tout le monde ne s'en sortira pas indemne. D'après toi, est-ce que cette crise va-t-elle changer le monde de la culture ? Oui, c'est certain. Déjà, je suis beaucoup d'autres structures culturelles pour la plupart qui déjà, ça a bien évolué entre le printemps et maintenant, où ils font des captations vidéo, donc où je dis n'importe quoi, mais toutes les 2 semaines ils vont sortir en vidéo des spectacles ou des projets en cours de création. Donc je trouve ça très bien d'une part parce que ça montre que il y a encore une activité, que les artistes ne travaillent pas pour rien non plus parce que même pour eux c'est très difficile de se dire OK, on fait des résidences, on travaille des projets, mais quand est-ce qu'on va pouvoir les montrer à un public? Donc là pour l'instant on n'a pas de vision là-dessus. Là c'est la période où les artistes démarchent des structures pour se faire programmer, mais en même temps les structures ont du mal à programmer, ne sachant pas ce qui va advenir en fait de la situation. Donc oui, bien sûr, le monde culturel va être en mouvance, il l'est déjà, parce que le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait des efforts de fait et on va dire de l'innovation. Alors c'est pas toujours évident, comme je disais, parce qu'il faut des moyens. Donc toute structure ne peut pas proposer ça. Mais c'est bien de le faire si cela est possible, bien sûr. Après,
personnellement, entre un spectacle qu'on vit vraiment sur le moment et le voir sur l'ordinateur ou la télévision, bien entendu qu'on n'aura pas les mêmes sensations, ça c'est certain. Quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées ? Oui, bien sûr, on en a eu plusieurs. C'est que déjà, on a dû annuler des événements. Pour certains, essayer de les reprogrammer. Alors, la problématique de ça, c'est qu'à force de reprogrammer, on est quand même obligé de programmer d'autres événements en même temps. Donc, ça fait que quand tout va revenir à la normale, ça fera beaucoup d'événements à gérer sur une année. D'autres problématiques, aussi oui, les problématiques financières surtout, donc de se dire est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, est-ce qu'on aura les subventions qui étaient prévues malgré la situation, comment vont s'en sortir nos techniciens, parce que on est humain avant tout, on travaille dans le secteur culturel et on s'inquiète forcément aussi pour les techniciens. Donc il y a eu tous ces questionnements-là et mon directeur qui a très bien aussi compris la situation et géré cela, puisque a été décidé que les techniciens seraient rémunérés pour des spectacles qui n'ont pas eu lieu, pour des concerts de tout l'été qui n'ont pas eu lieu. Donc voilà, c'est on va dire une partie qui était pas évidente, mais en même temps que je trouve bien pour les techniciens, bien pour nous aussi d'avoir pu malgré tout continuer à travailler, ne pas avoir été mis en chômage partiel et du coup de ce fait où il y a une partie que l'entreprise n'est pas obligée de payer, là voilà, mon salaire a toujours été maintenu tel quel jusqu'à présent et c'est non négligeable parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre, mais bon voilà. Donc les difficultés financières avant tout, c'est sûr. Après d'autres difficultés, il y a eu toutes les difficultés de mise en place aussi de règles sanitaires, puisque voilà, nous on se préparait à ça, on se préparait au fait que il allait falloir scinder la salle, laisser 1 à 2 sièges entre chaque groupe de personnes, laisser un rang vide, le gel hydroalcoolique, les masques, tout ça, l'essence de circulation, aération de la salle, c'est quand même un protocole lourd. Et encore que nous sommes une petite salle, mais on se rend vite compte des limites. C'est-à-dire que on passe d'une salle à 164 places pour notre part, où à la limite on pouvait accueillir à peine 100 personnes, quoi. Donc là aussi, ça soulève aussi de nouveau des questions financières. Est-ce que ça vaut le coup pour le peu de personnes qu'on peut faire rentrer, de proposer quand même le spectacle, parce que le prix du spectacle restera inchangé, il faudra quand même le payer. Donc nous sommes pas là pour vendre du spectacle, on est là pour amener la culture sur un territoire, mais à quel prix? Voilà, il faut quand même qu'on puisse financièrement s'en sortir, et c'est là que ça peut être aussi compliqué. Donc je vais dire, c'est vrai que c'est souvent l'aspect financier qui revient, mais en même temps, sans le financier, on peut pas faire grand-chose, même pleine de bonne volonté, quoi. Si je voulais tenter un résumé de ces témoignages, je dirais qu'il est important de prendre en compte la culture dans un sens très large lorsque l'on évoque les problématiques qui y sont liées. En effet, comme nous avons pu l'entendre, les métiers sont très variés, ainsi que les statuts qui les accompagnent, et donc les situations financières. Une incertitude généralisée plane sur le monde de la culture et ses acteurs et actrices, qui ne sont pour autant pas découragés et continuent de travailler avec passion pour reprendre en beauté dès qu'ils en seront autorisés. Dans le cas très particulier des jeunes travailleurs, les situations peuvent s'avérer encore plus difficiles, car plus précaires encore que pour des travailleurs plus expérimentés. Malgré cela, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait part d'une motivation quasi sans faille. Elles restent passionnées par leur métier, malgré les nombreuses difficultés et remises en question auxquelles elles ont été confrontées ces derniers temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et à en parler autour de vous. Ici Perrine Bontemps, et merci à Florian Thiep pour l'illustration de cet épisode culturel. À bientôt, et surtout, prenez soin de vous.